Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 115, qui est consacrée au cycle que nous avons commencé le 7 octobre et qui durera jusqu'au 27 octobre et qui est intitulé 75 ans après, la chute du nazisme vue par le cinéma soviétique et russe. Et le film dont je veux vous parler aujourd'hui est un film qui me tient beaucoup à cœur, réalisé par un cinéaste pour lequel j'ai beaucoup d'estime et d'admiration, qui est Karen Shakhnazarov, et le film s'appelle The White Tiger, ou le Tigre Blanc comme vous voudrez, et qui parle donc de la Deuxième Guerre mondiale. Mais avant de commencer à parler de ce film, eh bien, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez les règles sanitaires, de sécurité sanitaire, se laver les mains souvent, respecter 1,5 m, si on risque pas plus d'attraper le virus si on maintient une distance de 1,5 m avec les gens plutôt que 1 mètre. Portez le masque dès que vous êtes dans des espaces fréquentés par du public, et en même temps ne soyez pas abétis pour ne pas devenir des gens infantilisés ou des esclaves consentants. Et puis surtout, développez votre proximité cinéphile en venant, je l'espère, dans ce qui est votre cinéma préféré, l'Odyssée, où il y a, pendant 3 semaines, tous ces films soviétiques et russes consacrés à la chute du nazisme, dont White Tiger. White Tiger, réalisé par Karen Shakhnazarov, est sorti en 2012. Nous l'avions montré une fois en avant-première, ici à Strasbourg, et je suis assez heureux parce que ça a été remarqué par certains, et finalement, Mosfilm, dont Karen Shakhnazarov, réalisateur du film, est aussi le président, eh bien, a pu sortir une version DVD Blu-ray de ce film sous-titré en français, et c'est quelque chose de très très bien. Ça montre aussi la petite contribution de l'Odyssée à la vie du cinéma et à la diffusion des films en dehors même des murs de l'Odyssée. Le film parle d'une action, il était l'adaptation d'un roman qui s'appelle Le Tankiste, et c'est l'occasion, l'adaptation de ce roman, de rendre une fois de plus hommage à l'effort de l'ensemble de la population soviétique, à l'effort de la contribution de la population soviétique à l'effort de guerre durant les années 1941-1945. Rappelons que la population soviétique a payé un prix très lourd, puisque près de 25 millions de gens ont été tués, plus de la moitié de la population de la France de 1940, et vous pouvez imaginer les déchirements, les tragédies qui ont pratiquement marqué l'ensemble des citoyennes et des citoyens du pays. Et qui a été cet effort une contribution décisive pour la chute du nazisme, puisque le deuxième front ne s'ouvrira que le 6 juin 1944. Alors, l'action du film se déroule en 1943, et on est un peu au 43 après la victoire de Stalingrad et la capitulation de l'armée du maréchal von Paulus, qui montre que désormais il n'est plus possible pour l'Allemagne nazie de gagner contre l'URSS et donc de gagner la Deuxième Guerre mondiale. Et au printemps, fin du printemps et début de l'été, eh bien, dans la région de Koursk, il y a une immense bataille de chars qui se développe, et c'est l'occasion de parler de cette thématique, parce que c'est la plus grande bataille de chars du monde, de l'histoire moderne. Et comme au Moyen-Âge, il n'y avait pas de chars, même à l'époque de Bénur, il n'y avait pas les chars qui tiraient, même si c'était des chars avec des archers dessus. C'est la plus grande bataille de chars blindés, si vous voulez, du monde. Et le film parle, au fond, des
de l'état d'esprit qui peut être celui des soldats durant la guerre, c'est-à-dire dans le feu même de l'action, à un moment présent où on ne sait pas quel va être le sort. Aujourd'hui, en 2020, c'est facile de parler de la Deuxième Guerre mondiale parce qu'on sait comment ça a commencé, comment ça s'est déroulé et comment ça s'est terminé. Mais quand vous êtes dans le feu de l'action d'une bataille, vous ne savez pas comment va se terminer cette bataille. Surtout quand c'est des affrontements aussi gigantesques que ceux de la Deuxième Guerre mondiale entre la puissance de feu du nazisme criminel et la riposte qui essayait d'être à la même hauteur et même de dépasser des autres belligérants. Et forcément, quand on ne sait pas quel va être il y a toute une série de croyances, de fantasmes qui concernent l'arme de l'ennemi, l'armement de l'ennemi, qui ont tendance même à aboutir à des considérations pas forcément raisonnées et rationnelles, mais on a tendance à grandir. Et d'ailleurs, la puissance de feu a pour objectif d'alimenter chez l'adversaire ennemi, plus exactement, eh bien, des fantasmes en disant voilà, ça c'est une qui a tendance, de manière à ce qu'il ait tendance à croire, l'ennemi, que c'est une arme absolue, qu'il soit démoralisé pour qu'il n'ait pas envie de se battre, qu'il ait déjà baissé les bras avant même de commencer l'action de la bataille. Et donc, c'est ce qu'il faut avoir à l'esprit. Certains, et notamment en France, critiques de cinéma ou pseudo-critiques de cinéma, ont dit oui, non, c'est un film fantastique, et n'ont pas compris l'esprit subtil, faut-il le dire. Eh bien, je le dis, la subtilité du point de vue du roman et du point de vue adopté dans l'adaptation de ce roman au 7e sur grand écran. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on essaye de faire croire qu'on a un pouvoir et une force absolue, qu'il vaut peut-être mieux renoncer à se battre. On essaye de faire croire, et donc de faire prendre des vessies pour des lanternes, qu'on dispose de l'arme absolue, et on essaye par tous les moyens de démoraliser l'ennemi, mais en même temps, eh bien, à force d'utiliser les armes, il y a une espèce de fusion qui se fait entre le combattant soldat et les armes qu'il utilise. Et donc, il y a quelque chose qui, dans cette fusion, fait qu'on peut avoir l'intuition des capacités de manipulation et d'action des armes que l'on a, et on peut aussi penser avoir l'intuition de ce que l'adversaire est capable de faire. Et c'est ce qui arrive à un jeune tankiste qu'on retrouve au début du film, survivant, dans un char qui a été détruit par les blindés, et un blindé nazi qui a la réputation justement d'être invincible, ce blindé, et qu'on surnomme le Tigre Blanc pour cette raison-là. Eh bien, quoique brûlé à 90%, il n'est pas mort. Les yeux bougent encore et son corps respire. Et évidemment, il est soigné et de façon miraculeuse, il survit. Mais il ne se souvient plus de rien, sinon qu'il est un tankiste. Il ne se souvient plus de son nom, il ne se souvient plus de... Mais il a l'intuition de de toutes les possibilités d'utilisation d'une arme comme le char. Et il pense être capable, ça c'est une interprétation purement subjective, d'entendre ce que les chars disent et d'entendre pour pouvoir anticiper. Alors, ce n'est pas un film fantastique, c'est plutôt un film qui montre le côté fantastique et surhumain de l'effort de guerre
et avec aussi cette détermination à résister contre l'image de l'alarme absolue. Et dans ce film, il y a quelque chose qui s'inscrit d'une part dans le prolongement du superbe film de Eisenstein, Alexandre Nevsky, où d'un côté il y a la population russe et de l'autre les chevaliers teutons, qui sont comme des blindés, puisqu'ils ont des casques, des armures, ils sont blindés sur leurs chevaux. Et il y a aussi quelque chose dans ce film qui est de l'ordre du film Duel de Spielberg. Un camion et une voiture s'affrontent, et puis c'est les possibilités mécaniques qui, en même temps, sont mises en avant et qui vont obliger le conducteur et du camion, qui est le conducteur agressif dont on ne verra jamais le visage, mais dont on sait que c'est un être humain et c'est pas un scorpion géant, et le chauffeur de la voiture, eh bien, ils sont obligés de fusionner avec leur, si je puis dire, avec leur instrument mobile, mécanique, c'est-à-dire d'un côté la voiture, de l'autre le camion. Et c'est la même chose donc avec ce film, qui est un formidable film d'action, mais en même temps une réflexion, et comme toujours, une réflexion sur la guerre et sur ce côté absolument diabolique d'une pulsion meurtrière, guerrière, qui existe et qui menace en permanence l'humanité et qui est comme un démon surgi de l'intérieur de l'humanité. Ce n'est pas quelque chose qui est exogène, c'est quelque chose qui est endogène à la condition humaine. Et le film en parle de façon remarquable. Il y a un montage, il y a des plans qui sont d'une maîtrise et d'une beauté formidable. Il y a également toute une musique utilisée avec un leitmotiv de la Valkyrie de Richard Wagner. Rappelons-nous ce que disait Woody Allen. Chaque fois que j'écoute du Wagner, j'ai envie d'envahir la Pologne, disait-il. Eh bien, il y a ce leitmotiv, notamment quand le Tigre blanc, c'est-à-dire le char allemand, nazi, dont on ne verra jamais l'équipage, et qui a la réputation de disparaître aussi vite qu'il est apparu de façon subite et inattendue, eh bien, on ne verra jamais cet équipage. Mais on sait qu'il y a un équipage. C'est pas un instrument, contrairement à ce que l'hypothèse qu'évoque un des officiers, que c'est un char sans équipage. Non, c'est un char avec équipage, mais un équipage humain, et que dans l'équipage humain, comme vient le rappeler le final du film, eh bien, il y a, de la part de certains, toujours cette jouissance morbide à utiliser les pulsions meurtrières, assassines, fondées sur la haine, alimentées par la haine de l'autre, par un sentiment de supériorité raciste, si vous voulez, et que ça, malheureusement, quelles que soient les formes de déclinaison qui peuvent changer selon les époques, et que cela, malheureusement, c'est une permanence récurrente, si vous voulez, de la condition humaine. Rappelons-nous qu'un des grands textes, qui est à la fois un poème épique, mais aussi une réflexion incroyable, nous vient de la source grecque, pour reprendre le terme de la philosophe Simone Weil, qui est morte dans les camps, et qui a écrit un livre, enfin un essai intitulé La source grecque. Et rappelons que ce poème épique s'appelle l'Iliade et qu'il parle de la guerre de Troie. Donc c'est une réflexion sur la guerre en même temps, ce film. Et ce qui est formidable, c'est un film qui montre que la guerre est faite par des êtres humains, même quand ils cèdent aux aspects les plus monstrueux, et que ceux qui résistent sont des êtres humains avec leurs imperfections, avec leurs croyances, avec leurs pensées, parfois limitées, mais aussi avec leur détermination
qui est source d'espoir dans l'humanité, à lutter contre toute injustice. L'injustice est le propre de l'homme, de la même façon que la lutte contre l'injustice, la lutte pour l'indépendance, pour la liberté, pour le respect, contre le racisme, est aussi le fait de l'homme. Et ce film le montre très bien. Et comme toujours dans le cinéma soviétique et le cinéma russe, on ne préconise pas la haine de l'adversaire, on préconise la haine de la logique meurtrière de la guerre, de la dynamique mortifère guerrière. Et c'est ça qui fait la beauté de ce film, la force de ce film surtout, et que je vous recommande de venir voir où ça, à l'Odyssée, du 7 octobre jusqu'au 27 octobre. Un dernier mot, Karen Chaknazarov, ne pouvant pas venir à l'Odyssée, nous a envoyé un petit enregistrement, puisque personne ne sort de Russie aujourd'hui, pour ce qui concerne les Russes, virus oblige, eh bien, il a eu la gentillesse de nous envoyer des petits propos. L'amitié rend aveugle, trop laudateur pour l'Odyssée, mais c'est sa contribution et je profite de l'occasion pour lui adresser toutes mes salutations les plus amicales, ainsi qu'à vous, chères spectatrices et chers spectateurs. À bientôt, merci, au revoir. Bonsoir, madame et messieurs. Здравствуйте, дамы и господа. Для меня большая честь и мне очень приятно приветствовать вас на открытии недели военных фильмов киностудии «Мосфильм», посвященной 75-летию победы над фашизмом. Я очень благодарен Фаруку Гюналтаю, который является моим старинным другом и много делает вообще для того, чтобы русское кино показывалось в Страсбурге и чтобы наши взаимоотношения развивались. Я думаю, что кинотеатр «Одиссея» один из лучших, а может быть и лучший кинотеатр Европы. Я много раз там бывал лично, и я желаю всяческих успехов этому замечательному кинотеатру, который сохраняет все лучшие традиции европейского кино. И еще раз хочу поблагодарить Фарука Гюналтая, который является действительно настоящим бойцом за право истинного европейского кино быть представленным в самой Европе. Поэтому спасибо, Фарук, тебе за это. И я надеюсь, что эта программа, представленная из российских и советских фильмов, посвященных событиям Великой Отечественной войны, как у нас называют Второй мировой войне, как это принято называть во Франции. И я надеюсь, что эти картины тронут ваши сердца и помогут нам лучше понимать друг друга, помогут нам помнить о тех прекрасных, трагических, но и прекрасных днях, когда Россия и Франция вместе воевали против фашизма. Спасибо вам за внимание. Мерси. До свидания.